et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabila et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 20 août 2020. Donc voici les principales articulations. Le gouvernement tanzanien ne cesse de se contredire par rapport à sa politique de rapatrier les Burundais réfugiés sur son sol, au moment où ils promettent de ne jamais faire recours à la force pour persuader ces réfugiés à rentrer. La réalité est autre sur terrain. À titre illustratif, depuis ce mercredi, la police tanzanienne a refusé aux Burundais réfugiés au camp d'Onduta l'accès à leurs rations alimentaires. Contrairement à ce que veulent faire croire les autorités burundaises, les colonisateurs ne sont pas responsables de l'avènement des ethnies au Burundi, même s'ils ont inculqué au Burundi des idées divisionnistes sur base ethnique. Dans ce magazine, vous suivrez un historien et chercheur burundais. Dans ce magazine, vous suivrez également le calvaire des Burundaises bloquées en Arabie Saoudite, faute de moyens. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Peur, panique au sein des réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie qui craignent un probable rapatriement forcé. Et pour cause, ils ont été dispersés ce jeudi par la police tanzanienne alors qu'ils faisaient la queue pour recevoir leur ration mensuelle, ce qu'ils ont interprété comme étant une stratégie de les contraindre à rentrer. Le point avec Vicky Chris Nineletsi. C'est ce mercredi qu'a débuté la distribution des vivres pour les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie. Chose inquiétante, c'est que certains réfugiés, ceux qui étaient au programme de recevoir la ration, se sont vus chassés par le responsable du camp, accompagnés par des agents de la police tanzanienne, arguant que le stock est vide. L'un des réfugiés témoigne. Des véhicules qui amenaient du riz sont venus hier, mais un seul a été autorisé à entrer. Ceux qui devaient avoir la ration ce jeudi ont été chassés et on leur a dit qu'il n'y a pas de nourriture. Vous comprenez que la situation est très compliquée. Pour le moment, la peur est grande au sein des réfugiés. Ils pensent que ce serait une stratégie pour les contraindre à rentrer. Tout le monde est en alerte ici au camp. S'ils commencent à nous priver de la ration, nous craignons d'être chassés, voire battus. 6 camions remplis de vivres sont garés depuis une semaine derrière le camp à l'endroit communément appelé compound et ont été refusés d'accéder à l'intérieur du camp. À ce propos, nous avons tenté de joindre Elisabeth Kate, la représentante du HCR en Tanzanie. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Vicky Chris Nineletsi. La situation se présente ainsi alors que pas plus tard que ce lundi, le ministre tanzanien de l'Intérieur avait juré que son gouvernement ne fera pas usage de la force pour contraindre les Burundais réfugiés sur son sol à rentrer. Rachel Kagissier revient sur les discours prononcés ce jour-là. Dans un entretien avec les autorités de la province Kigoma, après une visite au camp de réfugiés de Nyarugusu, le ministre tanzanien de l'Intérieur a indiqué que le programme de rapatriement des réfugiés burundais est incontournable. Nous avons toutes les raisons de mettre sur pied d'autres stratégies de rapatriement en collaboration avec les institutions internationales, y compris le HCR qui est en charge des réfugiés. Nous devons négocier leur rapatriement et s'il advient que nous nous heurtons à des divergences, nous allons essayer de trouver une solution commune et prendre une décision. Mais ce qui est inévitable et indiscutable, c'est qu'ils doivent retourner chez eux. Au ministre George Boniface Simbachawene d'ajouter que l'effectif de réfugiés burundais qui regagnent le pays ne rassure pas quant à leur rapatriement définitif.
Au niveau de la province, vous avez très bien procédé puisque vous avez effectué beaucoup de descentes et vous avez beaucoup discuté de la question. Nous devons alors multiplier les efforts au niveau du gouvernement pour voir comment ils peuvent rentrer le plus rapidement possible. Sinon, avec 400 réfugiés qui rentrent par semaine, il nous sera très difficile de les rapatrier tous. George Boniface Simba Chawene argumente davantage en soulignant que ces réfugiés burundais refusent de rentrer suite à l'assistance qu'ils bénéficient. Wengine wana hiari kurudi, wengine bado hawataki kurudi. Ni lazima tuendelee kama serikali. Sisi tunachotaka tunasema tunataka watu. Il y a ceux qui veulent rentrer, d'autres ne le veulent pas encore. Mais au niveau du gouvernement, nous devons continuer de les rapatrier parce que nous voulons qu'ils retournent chez eux. Nous savons bien que nous ne pouvons pas les rapatrier de force. Mais le rapatriement volontaire est vraiment difficile car ici ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Il est donc très difficile de les convaincre de rentrer car ils savent bien qu'ils auront une vie difficile une fois arrivés chez eux. Rappelons que le ministre tanzanien de l'Intérieur avait effectué une visite lundi et mardi, respectivement dans le camp d'Onyarugusu, Nduta et Mutenderi. George Boniface Simba Chawene était partout accompagné par le consul du Burundi en province Kigoma. Merci à toi Rachel Kagis qui est toujours sur ce chapitre de rapatriement. Le gouvernement du Burundi en collaboration avec le HCR ont effectué ce mercredi et jeudi une descente d'inspection des lieux qui vont accueillir les Burundais réfugiés au Rwanda qui se sont fait enregistrer pour le rapatriement. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, Pierre Ngourikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a fait savoir qu'il y a quelques travaux qui vont préalablement être réalisés tels que la construction des latrines et des réservoirs d'eau. Suivez Pierre Mouliki. guhera ku munsi w'ejo n'uno munsi turi mu rugendo rw'iminsi ibiri ruriko ruducana mu bibanza bizokwakirirwamwo impunzi z'abarundi cane cane zivuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Depuis mardi et mercredi, nous avons effectué une descente dans les places qui vont accueillir les réfugiés burundais, surtout ceux du camp de Mahama au Rwanda, comme nous nous étions convenus dans la réunion qui a rassemblé les représentants du Burundi, ceux du Rwanda et ceux du HCR. Lors de cette réunion, nous nous sommes convenus que dans les 2 semaines à venir, nous allons commencer à accueillir le premier groupe des rapatriés sur cette frontière d'Ogasenyi-Nemba. Nous nous sommes alors engagés à bien préparer les places d'accueil de ces réfugiés. C'est pourquoi, durant ces 2 jours, nous, avec les représentants du ministère de l'Intérieur et ceux du ministère de la Santé et du HCR, nous avons d'abord visité le camp situé à Songoré qui va accueillir en premier lieu ces rapatriés. Nous avons constaté que c'est un camp qui avait déjà des infrastructures. Seulement, il sera nécessaire de construire un bâtiment dans lequel les rapatriés se feront dépister le coronavirus. Il y a aussi quelques travaux à faire, tels que la propreté et la réhabilitation de certains matériaux. En quittant ce lieu, nous nous sommes rendus dans le camp de Kinazi, c'est en province Muyinga, près de la frontière de Kobero, où peuvent être accueillis ces rapatriés s'ils rentrent en grand nombre, car le premier camp de Songoré peut contenir 600 personnes. Alors, il s'avère nécessaire de multiplier les latrines et procéder à la réhabilitation de la bâche d'eau. Aha rero tuciye hakwiye kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeyi hama hongereho hasubigwemwo ni tangi yo gushamwa amazi yari sanzwe iri ngaha. Et concernant les biens laissés par ces réfugiés au Burundi, Pierre Ngourikié les a rassurés que leurs biens ont été bien sauvegardés par le gouvernement. Quant à ceux dont les biens ont été détruits ou endommagés par les catastrophes naturelles, ils seront assistés par le gouvernement, a indiqué Pierre Ngourikié. Umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimwo hamwe n'ishamwe HCR. Guhera ngaha ku rubibe binje uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe HCR igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose. La sécurité de ces Burundais se trouvant encore dans le camp de Mahama jusqu'à la frontière sera assurée par le Rwanda et le HCR. À l'entrée de la frontière du Burundi, leur sécurité sera assurée par le Burundi et le HCR. Nous sommes préparés à bien assurer leur sécurité jusqu'à leur destination finale. Vous savez que même dans ce camp d'accueil de Songoré, ils vont y passer une seule nuit et seront ensuite envoyés dans leurs communes respectives. Tous les administratifs sont au courant et sont prêts à les accueillir et à les conduire
jusque dans leurs foyers respectifs. Concernant les biens laissés par ces réfugiés au Burundi, leurs biens ont été bien gardés par les institutions du Burundi ainsi que leurs familles et leurs voisins. Comme nous l'avons déjà expliqué, certains ont fui sans leur famille. Ceux qui ont laissé des maisons, des parcelles ou de l'argent dans les banques vont les retrouver en bon état car le gouvernement les a bien protégés. Et pour ceux dont les biens ont été endommagés par les catastrophes naturelles, ils seront aidés par le gouvernement comme tout Burundais. uwo nawe nyene azoca afashwa ari inzu bamufashe gusubira kuyubaka ibizoba vyarononekaye aca afashwa mu bandi nk'abandi barundi bose babahuye n'ivyo biza. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été reprise en français par notre consoeur Nadège Ilakodze. Rappelons que le premier convoi en provenance du Rwanda partira ce 27 courant. Cap maintenant sur l'Ouganda où certaines filles mères font face à une vie très compliquée dans le camp des réfugiés de Nakivale. Une réfugiée affirme avoir été victime d'un viol au Burundi avant de décider de fuir. Émile Nibasumba. Cette Burundaise de 18 ans affirme qu'elle a fui le Burundi en compagnie de sa mère en 2020. Elle ajoute que la décision a été prise après l'assassinat de son père par certains Imbonerakure qui l'ont ensuite violée. C'était en 2019, selon elle. Dans le camp de Nakivale où elle s'est réfugiée, cette Burundaise vit avec son bébé de 11 mois. Un bébé issu de ce viol, indique-t-elle. Tous les deux ont du mal à trouver les besoins fondamentaux. La nourriture, ce n'est pas du tout suffisant. Nous ne parvenons pas à joindre les 2 bouts du mois. Cette fille-mère est également préoccupée par la maladie qui a atteint son bébé au niveau des oreilles. Mon bébé souffre d'une maladie qui a attaqué ses oreilles. Il y a parfois apparition du pus dans les oreilles et ça dégage une odeur nauséabonde. Dans les structures sanitaires, c'est comme s'ils ne sont pas capables de traiter la maladie. Parfois, ils me donnent des médicaments qui aggravent la maladie. Depuis le début de la crise de 2015 au Burundi, le camp de Nakivale est parmi les camps de la sous-région qui ont accueilli des dizaines de milliers de Burundais. Parmi eux figurent les filles qui ont été violées par les Imbonerakure ou les forces de l'ordre au Burundi. Parlons à présent politique où les recommandations faites par le Sénat burundais en vue de réparer le passé colonial du Burundi ne sont pas toutes réalisables, estime un historien et chercheur burundais. Pour le Dr Joseph Gahama, certaines des recommandations formulées peuvent même être réalisées par les Burundais eux-mêmes, sans l'appui de ces anciens colonisateurs. Et parmi les recommandations discutables, le docteur en histoire parle de l'indemnisation chiffrée qui suscite beaucoup d'interrogations quant au mode de calcul du montant suivi. En ce qui concerne cette retraite, il y a des recommandations très louables, à mon avis. Il y a des recommandations difficilement applicables et il y a des recommandations très discutables. En ce qui concerne les recommandations très louables, bien sûr, une recommandation sur les états généraux sur la culture, très bien. Le rapatriement des archives coloniales, la préservation, la protection des sites historiques, les recherches approfondies sur l'histoire du pays. Mais j'ajoute l'histoire du pays dans sa globalité. Lorsqu'on parle de l'histoire, les Burundais comprennent l'histoire politique violente. Ils n'ont jamais pensé à l'histoire de l'environnement, à l'histoire de l'alimentation des gens, à l'histoire du changement des mentalités. Si j'en viens maintenant aux recommandations difficilement, il y a d'abord la question des réparations. 43 milliards de dollars américains. J'aurais aimé savoir comment ont abouti à cette somme et quelle a été leur méthodologie. L'Afrique, franchement, était outillée pour exiger des réparations morales, matérielles et surtout financières aux anciens colonisateurs. Il faut réfléchir 2 fois comment on va le faire. Il y a enfin des recommandations discutables. On exige que l'Église catholique demande pardon
Ici, il faut faire la part des choses. Il y a des responsabilités individuelles et la responsabilité en tant qu'Église catholique, en tant qu'une institution représentée par le pape au Vatican. Est-ce que notre pape va demander pardon? Et concernant l'accusation du Sénat burundais portée contre les colonisateurs comme quoi ce sont eux qui ont importé les théories ethniques, l'historien-chercheur dément cette position du Sénat burundais. Selon le docteur Joseph Gahama, le paramètre Hutu, Tutsi, Twa a toujours figuré dans les éléments d'identification des Burundais. Chez Joseph Gahama, de préciser que le seul tort des colonisateurs est d'avoir enseigné que des personnes de ces trois ethnies n'avaient rien en commun, ce qui a été à l'origine des chicaneries, haines et divisions ethniques. Encore une fois, le docteur Joseph Gahama. Quand on considère les manipulations ethniques et les divisions de la société burundaise actuelle, les responsabilités sont partagées. J'insiste beaucoup. Si les crises et les violences qui ont caractérisé notre pays ont les racines dans ces réformes administratives, je crois que les Burundais eux-mêmes, à commencer par les leaders politiques, sont responsables de ce qui nous sont arrivés. Si on vous dit que vous êtes différents et que vous croyez, on nous l'a dit et nous l'avons cru. Ce n'est pas eux qui ont inventé les Benengwe, les Bavumo et autres Bajiji ou Bashubi. Les gens s'identifiaient à partir de chez eux, à partir d'eux-mêmes, identité personnelle, familiale. Ce sont des Batutsi ou ce sont des Bahutu. L'identification, la façon dont ils ont pris l'identité Hutu, Tutsi, Twa, qui n'aurait rien de commun. C'est là où je vois la responsabilité coloniale. Mais les gens s'identifiaient comme tels et personne n'avait une honte d'appartenir à son ethnie, à son clan. La responsabilité des Burundais eux-mêmes. Nos dirigeants politiques, depuis notre indépendance, ont des responsabilités. Cela a d'ailleurs commencé avec la création des partis à connotation ethnique à la veille de l'indépendance. En réalité, l'ethnie, le clan, la région, ce sont des appartenances identitaires très faciles quand il s'agit de mobiliser les gens. Tandis qu'un projet politique ou un projet économique ou un projet social est plus difficile à expliquer quand il s'agit de récolter les voix. Pour rappel, les 30 et 31 juillet de cette année, le Sénat burundais a organisé une retraite sur les actions à mener pour faire face aux conséquences politiques, économiques et sociales de la réforme administrative du 21 août 1925. Et parmi les torts reprochés aux colonisateurs figurent l'ethnicisation et la destruction de la société burundaise. Je vous le disais en titre, les Burundaises qui s'étaient rendues en Arabie Saoudite à la recherche de l'emploi sollicitent l'intervention du gouvernement burundais pour entrer. Ces Burundaises indiquent qu'elles sont maltraitées, tuées et n'ont même pas de ticket pour retourner au Burundi. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ces Burundaises indiquent qu'elles ont quitté le Burundi pour chercher une vie meilleure en Arabie Saoudite. Elles précisent qu'elles ont été déçues car certaines d'entre elles n'ont jamais eu de salaire, d'autres ont été maltraitées ou tuées par leurs employeurs. Nos employeurs nous ont beaucoup torturés. Certaines d'entre nous n'ont pas été payées, d'autres ont été tuées. On nous enfermait dans la maison et on n'avait pas droit à l'alimentation. Il y a eu aussi des cas de décès. Certaines ont été empoisonnées. Pour échapper à ce calvaire, on escaladait la clôture et on se rendait au poste de la police pour demander d'être protégés. Celles qui ont réussi à s'échapper sont pour le moment des sans-abri. Elles font savoir qu'elles ont approché l'ambassade du Burundi en Arabie Saoudite pour solliciter une assistance de ticket d'avion, mais cette dernière leur a promis uniquement des documents de voyage. Le ticket d'avion augmente du jour au lendemain. Avant, on nous avait dit qu'il s'achète à $4,000. Aujourd'hui, on demande $5,000, mais on n'a pas d'argent. Ces Burundaises demandent au gouvernement du Burundi et aux bienfaiteurs de leur venir en aide afin qu'elles puissent rentrer au pays.
Merci à toi, Onésime Douchimagidzi. En page gouvernance, l'on parle des grognes des militaires de la 112e bataillon d'infanterie du camp Chibitoke. Ils accusent leur commandant de détournement de l'argent destiné à l'achat de la tourbe et de certains aliments. Ces militaires affirment que pour manger, ils doivent d'abord aller chercher le bois de chauffage dans des forêts avoisinantes. Une situation qui perdure depuis plus de 2 mois, alors que le budget relatif à leur rationnement est décaissé mensuellement. L'homme fait signe que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Une courte pause et on continue avec ce magazine. Parlons santé à présent, où la population des provinces de l'intérieur du pays n'est pas beaucoup contaminée par la Covid-19 comparativement à celle de la ville de Bujumbura, du moins selon le ministère de la Santé publique, qui indique ainsi qu'il espère bientôt éradiquer la Covid-19 à l'intérieur du pays, compte tenu de l'effectif moins considérable de ceux qui sont testés positifs. Le même ministère affirme qu'il va accélérer la sensibilisation pour la protection contre cette pandémie. Le point avec Walter Kwizera. Le ministre de la Santé publique, Tadei Ndikumana, accompagné par le membre de la commission de dépistage de la Covid-19, a fait savoir que la population de l'intérieur du pays n'attrape pas à grande échelle le coronavirus. Dans une conférence de presse animée mardi dernier, le ministre a affirmé que, selon les résultats obtenus des prélèvements déjà effectués à l'intérieur du pays, les cas positifs à la Covid-19 sont moins nombreux. Donc, si on observe les statistiques de la semaine passée, les cas de positivité diminuent au fil du temps, parce que sur un dépistage de plus de 2500 personnes, la semaine passée, nous avons eu 3 cas positifs, mais malheureusement, nous avons vu que les passagers qui sont venus de l'extérieur, il y avait encore 2 cas positifs, ce qui fait un nombre de 5, et ce qui montre qu'à l'intérieur du pays, nous sommes dans la bonne voie pour éradiquer le coronavirus, ce qui fait qu'on doit renforcer aussi la surveillance au niveau des frontières. Selon Tadei Ndikumana, les personnes en provenance de l'étranger seront obligatoirement soumises au test, même s'ils l'auront déjà fait. Ils devront ensuite attendre 72 heures pour vérifier qu'elles ne sont pas contaminées. Des pays qui ont des relations avec le Burundi commencent à ouvrir les aéroports. Nous avons donné des suggestions à la haute autorité, mais d'ores et déjà pour les vols humanitaires, nous avons proposé à ce que les passagers puissent observer une quarantaine de 72 heures, et parce que nous allons faire un dépistage systématique à tous les passagers, même s'ils ont des certificats Covid négatifs. Et alors, si on trouve que des passagers qui étaient dans un même avion, il y a 1 ou 2 cas positifs, tous les passagers vont observer une quarantaine de 14 jours. Ainsi donc, de nouvelles mesures de mode de paiement dans le parking de l'aéroport Melchior Ndadaye ont été prises. Désormais, le paiement de parking se fera par carte électronique depuis le 1er septembre de cette année afin d'éviter de toucher sur l'argent. Selon le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, 416 personnes est l'effectif total de ceux qui ont été testés positifs à la Covid-19 sur plus de 20 000 qui ont déjà subi le test. Le même ministère fait savoir que seule une personne a été tuée par la Covid-19, contrairement à l'association Caritas Burundi de l'Église catholique qui relève que jusqu'au 23 juillet, il avait déjà compté une dizaine de décès victimes de la Covid-19. Merci à toi Walter Kwizera. Revenons à présent sur la page gouvernance qui parle des grognes des militaires de la 112e bataillon d'infanterie du camp Chibitoke. Des militaires qui accusent leur commandant de détournement de l'argent destiné à l'achat de la tourbe et de certains aliments. Ces militaires affirment que pour manger, ils doivent d'abord aller chercher le bois de chauffage dans des forêts avoisinantes. Une situation qui perdure depuis plus de 2 mois alors que le budget relatif à leur rationnement est décaissé mensuellement. Les détails avec Clovis Nyonzima. Le 112e bataillon d'infanterie est composé de 838 militaires. Le commandant de ce bataillon du cadre de Chibitoke est le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa. Il est accusé de détournement d'argent destiné à l'achat de la tourbe et des légumes, témoigne un des militaires de ce camp. Le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa passe 2 mois sans nous donner de l'argent pour l'approvisionnement en nourriture. On n'a pas même de la tourbe pour la cuisson. Cet argent est réceptionné en date du 6 de chaque mois, mais termine dans les poches du commandant. Il semblerait que ces militaires sont habitués à cette vie misérable. Ils indiquent que quand ils étaient encore sur terrain, cet officier leur avait mis en garde que quiconque abattra un arbre sera tué. Par manque de quoi utiliser pour la cuisson,
Ces militaires ont été obligés de vendre des haricots pour, par la suite, acheter des aliments faciles à cuire. Ces militaires demandent à leurs supérieurs de trouver une solution à ce problème, puisqu'ils ne comprennent pas comment ils sont traités différemment de leurs frères d'armes qu'ils partagent le camp. Le 59e bataillon se trouve ici dans le même camp. Leur commandant les rationne très bien. Nous utilisons 2 cuisines différentes car le 59e bataillon s'apprête à se rendre en mission en Somalie au mois de septembre. Il leur achète tout le nécessaire, les légumes, les aubergines, le poireau. Il le fait vraiment très bien, mais pour nous, il n'y a même pas de légumes. Ces militaires du 112e bataillon disent qu'en principe, la ration de chacun s'élève à 1480 francs par jour, une somme qu'ils qualifient d'ailleurs d'insuffisante. Ils demandent à leur chef hiérarchique de veiller à ce que cet argent ne soit plus détourné et surtout que des sanctions soient prises contre le lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa. Pour la 3e fois, nous avons contacté Floribert Wiyereke, porte-parole du ministère de la Défense, mais il n'a non plus décroché son téléphone. Clôturons ce magazine par cette actualité en bref où un bateau qui se dirigeait vers le port de Rumonge en provenance de Kigoma en Tanzanie s'est écrasé ce jeudi vers 4 heures du matin dans les eaux du lac Tanganyika à au moins 2 kilomètres du chef-lieu de la commune Nyanza-Lac. Les informations fournies par les responsables administratifs dans cette commune indiquent que des militaires du camp Nyanza-Lac ont pu sauver la vie de 3 Tanzaniens qui étaient à bord de ce bateau ainsi que 3 des 300 tonnes de sel que transportait ce bateau. Cet incident serait dû à une grosse pierre se trouvant dans les eaux du lac Tanganyika que ce bateau a heurté selon toujours les mêmes sources. Et puis détention depuis 9 mois et 29 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Gide Halilimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province de Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici qu'on met un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 20 août 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niungeko et Lucie Kabida qui assuraient la mise en onde. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.